Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce journal. Quatrième jour du SILA 2014, le Salon international du livre d'Abidjan. Le thème cette année, c'est le livre au cœur de l'émergence. Hier, samedi, 20 000 visiteurs se sont rendus au salon et parmi eux, la première dame, Dominique Ouattara. Ali Rassouba. Dominique Ouattara, ambassadrice du livre et de la lecture. Pour associer l'acte à la parole, la première dame de Côte d'Ivoire s'est rendue ce samedi au Palais des Sports de Treichville, palais qui abrite le SILA 2014, le Salon international du livre d'Abidjan. La rencontre est essentiellement faite d'expositions, exposition également du bibliobus de la Fondation Children of Africa, cette bibliothèque ambulante qui propose des ouvrages aux tout-petits en vue de susciter chez eux le goût de la lecture. La First Lady a fait le tour des 25 stands animés par les exposants, écrivains, maisons d'édition et partenaires du livre. J'ai été très honorée vu qu'elle est venue au stand de Neuilly Seda. Donc on lui a présenté également mon œuvre. Étant donné que c'est mon premier recueil de nouvelles, c'est une fierté de rencontrer la première dame du pays. C'est très encourageant pour nous. Déjà nous sommes là depuis l'année dernière. C'est la deuxième fois que nous venons. Pour une entreprise britannique en pays francophone, ce n'est pas très évident. Mais je pense que le fait qu'elle soit venue au salon donne un peu plus d'impact au salon. Nous espérons que l'année prochaine, nous recevrons M. le Président lui-même. Évoquant sa disponibilité à accompagner toutes les actions de promotion de la lecture, Dominique Ouattara s'est aussi prononcé sur les projets de Children of Africa qui prévoit pour bientôt plusieurs autres bibliobus. C'est vrai que dans la Fondation Children of Africa, vous avez une section éducation et nous défendons bien sûr beaucoup la lecture avec nos bibliobus. Vous avez pu en voir, il y en a un dehors. Nous en avons trois qui tournent à travers la Côte d'Ivoire et nous allons recevoir 5 autres. Donc ce sera 8 au total pour le bon bonheur des enfants. Le Salon international du livre, c'est aujourd'hui 25 stands, 20 000 visiteurs à ce jour. Avance Lucien Agbouya, commissaire général du SILA 2014. La rencontre prendra fin ce dimanche. Vendredi, l'association Aquaba Culture a organisé à Abidjan la remise du prix Ivoire. Tout comme l'année dernière, c'est encore une femme qui s'est imposée. La Marocaine Bahat Trabelsi a décroché la palme avec son recueil de nouvelles intitulé Parlez-moi d'amour. Elle a reçu les félicitations du président de l'Assemblée nationale, Soro Kikbafori Guillaume. Parlez-moi d'amour, ce recueil de nouvelles de 124 pages, paru aux éditions La Croisée des Chemins, place Bahat Trabelsi sur la première marche du podium. La Marocaine devient ainsi la lauréate du prix Ivoire 2014 de la littérature africaine d'expression francophone. C'est un recueil de nouvelles qui, comme son titre l'indique, essaye de parler d'amour, mais de mille et une façons, à travers une palette d'histoires. Je me mets dans la peau tour à tour d'un homme, d'une femme, et en essayant de raconter les affres de la passion. L'écrivaine marocaine a été saluée par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, qui a marqué son intérêt pour le prix Ivoire et son admiration pour les écrivains. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku-Bandaman, a dit sa satisfaction aux initiateurs de cette plateforme qui rend hommage aux livres et à ses auteurs. La lauréate du prix Ivoire 2014 a reçu des partenaires de l'association Aquaba Culture 2 500 000 francs CFA en espèces et des lots en nature. Le prix spécial d'encouragement du jury est revenu à l'ivoirienne Atita Ino avec son roman Le Grand Masque à Manti. Avec cette 7e édition, Isabelle Kassifofana, présidente de l'association Aquaba Culture, entend continuer d'enraciner le prix Ivoire sur le continent afin de contribuer à l'éclosion de talents et de belles œuvres littéraires. Reportage signé Serge Coléa. La rumba congolaise, sa splendeur, ses effluves, sa profondeur. C'est l'intitulé de l'ouvrage essai de Emmanuel Yaongoran, ancien fonctionnaire international. L'auteur jette un regard optimiste mais sans
toutefois manquer d'être critique sur l'avenir de l'Afrique. Un essai qui se veut être la célébration de l'esprit créatif d'un peuple, le peuple congolais. Un esprit créatif qui a su guider et enrichir à bien des niveaux un État-continent. Un modèle donc à suivre selon l'auteur que notre reporter Franck Quadio a rencontré pour vous. La rumba marquée par la fraternité, l'excellence conjuguée dans le cercle familial pour porter la mélodie dans les liens affectifs. Des lignes parcourues et la rumba congolaise exprimée sur papier. La rumba congolaise, sa splendeur, ses effluves, ses profondeurs passées au crible. L'essai est réussi par Emmanuel Yao Ngoran, ancien fonctionnaire international. J'ai choisi d'écrire ce livre pour marquer un témoignage, une reconnaissance au Congo, au bassin du Congo, à travers la vibrance de la musique rumba. Le livre est un document de référence, origine de la rumba congolaise, ses influences et une philosophie, la résilience ou la capacité du noir à pallier ses insuffisances. Comme toujours, cette résilience africaine qui est la capacité d'endurance, je le répète, des peuples africains qui ont subi, mais sans rompre. Emmanuel Ngoran, un écrivain donc engagé à travers la rumba. Et quid de l'héritage laissé par Franco, Taboulé et autres, qui reviennent de temps en temps, même lorsqu'ils s'attellent et s'adonnent à la world music, ils reviennent à la rumba fondamentale. 236 pages cadencées. La rumba congolaise, sa splendeur, ses effluves, ses profondeurs se laissent lire et même partager. L'auteur n'est pas que congophile. Il a aussi écrit sur son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, 2 autres ouvrages. Il est désormais interdit d'utiliser, de produire, de commercialiser, d'importer les sachets plastiques en Côte d'Ivoire. La mesure est entrée effectivement en vigueur hier. Le gouvernement a pris le temps d'informer et de sensibiliser les acteurs, mais ces derniers ont-ils pris des dispositions pour le respect de la mesure? Qu'en est-il sur le terrain? La mesure est-elle réellement appliquée? Élément de réponse avec Serge Gangoma. Les sachets plastiques sont dangereux pour l'environnement. Voulant donc réduire l'impact négatif de ces sachets sur notre environnement, le gouvernement avait pris des mesures dans le mois de novembre 2013 pour interdire leur utilisation en Côte d'Ivoire. En lieu et place, l'État a recommandé l'utilisation des sachets biodégradables et la date butoir d'utilisation des sachets plastiques a été fixée pour ce samedi 8 novembre. Alors, quelle est la situation au niveau des grandes surfaces commerciales? Nos magasins sont prêts puisque nous avons fait toutes les démarches nécessaires auprès de l'ensemble de nos personnels et dans l'ensemble de nos magasins puisque nous avons des magasins sur Abidjan et sur l'intérieur. La mesure ne concerne pas tous les types de sachets. Elle vise essentiellement les sachets d'emballage de produits alimentaires. Les sachets biodégradables seront vendus aux clients, mais le prix n'est pas encore déterminé. Pour l'heure, nous attendons le prix du sachet qui sera facturé au client. Nous n'avons pas encore le document officiel, donc pour l'instant, nous attendons que ce document officiel nous soit remis par les autorités compétentes afin qu'on puisse l'afficher et que le consommateur puisse le voir. Néanmoins, depuis le mois de mars 2015, des sachets appelés bagues à pain sont utilisés dans le supermarché avec pour objectif de réduire le nombre des sachets plastiques ordinaires et leur impact sur l'environnement. Comment reconnaître les sachets plastiques autorisés ou biodégradables? Ces sachets ont une épaisseur supérieure à 50 microns et portent des étiquettes. Rappelons que la date d'interdiction avait été fixée pour le 23 novembre 2013 et reportée à la date du 22 mai 2014, puis différée de 6 mois à la demande des industries du sachet et de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, avec pour date butoir ce samedi 8 novembre 2014. Jusqu'ici, la Côte d'Ivoire est épargnée par le virus Ebola et le pays met tout en œuvre pour l'éviter. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a inauguré hier samedi le nouveau centre d'appel 143. Ce nouveau centre d'appel équipé en matériel informatique et bureautique permettra au ministère de la Santé d'être plus outillé dans la sensibilisation contre ce virus
qui a fait à ce jour près de 5000 morts. Le reportage de Roger Appé est commenté pour vous par Léon Bro. Créé en 2011 pour gérer les appels relatifs à la gratuité des soins, le centre d'appel 143 est désormais situé au sein de l'Institut national de santé publique, INSP, à Adjamé. Il est doté d'une salle d'écoute, une salle de garde, 12 téléphones, 6 box et des accessoires de bureau pour un financement de 16 millions de francs CFA de l'État. Ce renforcement de capacité pour permettre au centre d'appel 143 de répondre au mieux à sa nouvelle mission, centre des appels dans le cadre de la lutte contre Ebola. Nous nous sommes rendus compte que les appels devenaient de plus en plus importants et que les populations elles-mêmes n'arrivaient pas à joindre notre centre d'appel parce que nous n'avions en son temps que 8 lignes et nous avions franchement pratiquement 6 opérateurs. Nous avons réfléchi et nous sommes dit comment est-ce qu'on pourrait faire afin d'étendre un peu ce centre d'appel aux réponses inhérentes donc à la maladie à virus Ebola. Nous sommes passés aujourd'hui à 24 téléopérateurs et nous avons aujourd'hui 30 lignes, ce qui va permettre à la population de pouvoir nous joindre plus facilement. Le nouveau centre d'appel 143 a aussi vocation de centre de prise en charge d'éventuels cas d'Ebola. C'est dans ce cadre que le groupe CIFCA lui a offert 20 thermomètres d'une valeur de 4 millions de francs CFA à l'occasion de son inauguration. Bec de lièvre, tumeur, voilà des maladies qui touchent bien de personnes en Côte d'Ivoire. Mais bonne nouvelle pour elle, l'ONG internationale Sourire un jour est depuis ce samedi à Abidjan pour tenter de leur redonner le sourire à tous ces malades en leur donnant l'opportunité de se faire opérer gratuitement. Christelle Nda, Victorine Yaoyobwe. Attention, les images peuvent être insoutenables, âme sensible, prière s'abstenir. Pas de commentaires, ces images parlent d'elles-mêmes. Souffrant pour la plupart de tumeurs, de noma ou de bec de lièvre, ces personnes sont venues de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, avec un seul espoir, recouvrer la santé et vivre comme les autres. Il y avait un petit mot dedans, et puis il y a un os qui m'avait piqué dans ma gencive. Ça s'est développé comme ça. Ça me gêne beaucoup, et ça fait qu'en classe même, bon, j'ai du mal, puisque si le professeur nous interroge, si tu lèves et puis tu as parlé, bon, comme tu n'es pas comme les autres, ça fait que tu as honte de parler. Si elle était bien guérie là, pour être parmi ses amis, ça allait beaucoup me plaire. Voilà pourquoi je cherche de l'aide pour que ma fille soit vite guérie. Elle doit aussi aller à l'école. Tous ces malades espèrent retrouver le sourire grâce à l'ONG Sourire un jour. C'est la 3e fois que cette ONG internationale, spécialisée dans la chirurgie réparatrice, offre gracieusement ce type d'intervention. Nous avons commencé en 2012 dans des conditions un peu difficiles parce que c'était exploratoire. Maintenant, nous savons à peu près la cartographie des malades. Et ceux qui sont avec nous, c'est des gens de cœur. Dans nos villages, on ne les voit pas beaucoup. Si vous allez dans les... Mais il y en a. Il faut savoir les trouver et les appeler pour qu'ils aient confiance qu'on peut les opérer gratuitement. Les précédentes interventions de cette ONG internationale ont permis de redonner déjà le sourire à plusieurs personnes. J'avais honte. Les gens me fuyaient, ça me chutait, bon, les gens me parlaient mal. Mais maintenant qu'ils m'ont vu, maintenant, ça va. Les malades l'ont dit, ils sont souvent rejetés à cause de l'aspect dégradant de ces affections. Pourtant, personne n'est à l'abri. Le noma, on le sait, c'est des infections d'origine dentaire qui surviennent dans la prime enfance ou chez les bébés, qui provoquent des abcès qui vont donner des gangrènes de la face. Ça va provoquer un trou. Ça va enlever un gros morceau de tissu. Ça peut être au niveau du nez, de la bouche essentiellement. Et donc, ça provoque des dégâts importants au niveau de la face. Des personnes comme cette jeune fille qui a cette tumeur, c'est pour des raisons souvent qu'on ignore. La tumeur se développe sans qu'il y ait de cause. Après ces consultations préliminaires, les interventions chirurgicales démarrent ce dimanche jusqu'au 16 novembre prochain. Objectif, opérer une centaine de personnes souffrant de difformités maxillofaciales en Côte d'Ivoire. Au Burkina Faso, l'opposition, la société civile, les leaders religieux et coutumiers réunis hier samedi à Ouagadougou ont élaboré un projet de charte de transition dont la version finale doit être formellement adoptée ce dimanche. Le document sera ensuite remis aux représentants de l'armée.
Et puis, les autorités marocaines maintiennent leur demande de report de la Coupe d'Afrique des Nations de football prévue du 17 janvier au 8 février 2015 au Maroc. Elle reste inflexible face à la conférence africaine par peur du virus Ebola. La CAF doit décider d'une annulation, d'une délocalisation et ou d'un report du tournoi le 11 novembre. Les autorités mexicaines ont pour la première fois laissé entendre que les 43 étudiants disparus dans le sud du pays étaient probablement tous morts. Les suspects de ce massacre qui a bouleversé le pays ont avoué les avoir tués et avoir brûlé leurs cadavres. Le ministre mexicain de la Justice, Jesús Murillo Caram, a présenté lors d'une conférence de presse ce scénario d'horreur, toutefois contesté par les parents des jeunes qui considèrent que ces aveux n'ont pas valeur de preuve. Reportage. Les enquêteurs recueillent ce qui reste du drame qui s'est joué fin septembre. Vendredi, 3 détenus ont avoué le crime des 43 étudiants disparus. Un crime commis dans des conditions sordides. Les détenus ont indiqué avoir tué les survivants à cet endroit et avoir enfoui leurs corps sous les déchets avant d'y mettre le feu. Ils se sont relayés pour que le feu dure des heures en utilisant de l'essence, des pneus, du plastique, autant d'éléments retrouvés par les enquêteurs. Ce sont ces preuves du massacre qui seront analysées. D'après les aveux des détenus, ce qui restait des étudiants a été mis dans des sacs plastiques, jetés ensuite dans une rivière. Le ministre de la Justice ne peut encore certifier qu'il a bien identifié les étudiants. Vendredi, les parents se refusaient toujours à croire à leur mort. Nous voulons des résultats, mais avec des preuves. Quand nous, les membres de la famille, nous serons sûrs que le ministre de la Justice dit bien la vérité, alors à ce moment-là seulement, nous l'accepterons, quelle qu'elle soit. Cette crise est la plus grave du mandat d'Enrique Peña Nieto, un président élu en 2012 sur la promesse de rétablir la sécurité au Mexique. Je confirme la détermination du gouvernement de la République à poursuivre les efforts pour que toute la vérité soit faite. Ça ne s'arrêtera pas avec l'arrestation des organisateurs. Nous attraperons tous ceux qui ont participé à ces crimes abominables. Depuis plus d'un mois, le Mexique, l'Amérique latine, le monde entier se mobilisent pour retrouver les 43 étudiants et comprendre ce qui s'est passé. 74 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête. Parmi elles, des dizaines de policiers d'Iguala, ainsi que le maire et son épouse, suspectés d'avoir donné l'ordre de livrer les étudiants aux gangs criminels des guerrilleros unidos avec lesquels ils étaient en affaires. Voilà, c'est la fin de cette édition. Avant de nous quitter, sachez que tout à l'heure à l'édition de 13h, le sujet qui sera abordé dans le cadre du Dimanche Magazine est le premier annuaire des femmes cadres. Et c'est Euphrasie Yao, la coordinatrice du Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, qui sera sur le plateau pour en parler. Quant à moi, je vous dis à demain, 6h30.